Retour sur le mois de mai. CTRB a rencontré Odette Sarrazin. Le thème de la rencontre, le regroupement possible des municipalités de Saint-Gabriel, ville et paroisse. Il a aussi été question de l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve et de sa pilote, la plus jeune en piste en série Nissan Micra, Marie-Soleil Labelle. Toujours en main, nous avons appris que le DSIN Berthierville s'est mérité un prix important. Sa directrice générale, Annick Bélanger, nous a parlé de cette distinction méritée par son équipe. Aussi, Dominique Perrault de la brasserie Locomotive et Véronique Martel ont invité les gens à appuyer une levée de fonds visant à aider une famille dans le besoin. Finalement, nous entendrons Margot Campagna au sujet d'une campagne visant à amasser des lunettes qui ne servent plus. Une campagne parrainée par l'organisation Opticiens sans frontières. Bon visionnement! J'aimerais peut-être repréciser notre nom qui a été choisi comme la semaine dernière. Donc maintenant, nous allons nous appeler Saint-Gabriel, une collectivité. C'est maintenant notre nom de comité, c'est Saint-Gabriel, une collectivité. Et alors, pour répondre à votre question, Mme Lemont, pourquoi on a formé un comité? Parce qu'on voulait réfléchir, ça s'est voulu aussi un comité de réflexion sur ce qu'on vit dans nos municipalités à Saint-Gabriel-de-Brandon, mais aussi à Ville de Saint-Gabriel. Donc, le comité a été formé pour jeter un regard sur les deux municipalités. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe à Saint-Gabriel et à la Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, parce que comme vous l'avez mentionné, c'est deux entités. Premièrement, on voit présentement, avec la pandémie, l'engouement pour le milieu rural des personnes qui s'en viennent s'installer en campagne. Fait que ça, c'est un premier constat. On a dit qu'il y a beaucoup de gens qui s'en viennent s'installer à Saint-Gabriel. Il y a des nouveaux arrivants, puis même des plus anciens qui ne savent pas qu'il y a deux entités municipales. Aussi, les gens ont besoin d'informations parce que les gens ne savent pas, concernant l'information, concernant le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à savoir qu'il y a un guide sur le regroupement des municipalités, que vous pouvez voir derrière moi, la page, le titre. Il y a un guide qui existe, puis dans ce guide-là, il est mentionné qu'il y a de l'accompagnement qui peut se faire auprès des municipalités, puis il y a aussi des subventions disponibles. Fait que ça, c'est ce qu'on constate aussi. Puis on constate aussi qu'il y a un manque d'appui pour l'essor du centre-ville. Nos cœurs, nos centres-villes, il y en a plusieurs au Québec qui sont en tout cas, qui auraient besoin d'amour, oui, c'est ça, disons. Et puis ça, on s'est posé aussi des questions. Fait que donc, pour les questions, on s'est dit, premièrement, il y a une des questions qui nous est arrivée, qu'est-ce qui arrive avec l'Église? On a une belle église à Saint-Gabriel-de-Brandon qui, présentement, est en vente parce que, compte tenu des situations des églises au Québec, il y a des problèmes. Fait que donc, on a une église, puis qui n'est pas utilisée, est utilisée par les gens de la fabrique, là, avec une chapelle qui se sont constituées à l'arrière. Mais on s'est posé la question, qu'est-ce qui arrive avec notre église? On s'est posé la question, comment sauvegarder le cœur de Saint-Gabriel quand on sait que c'est le cœur de nos municipalités qui font l'image, qui reflètent l'énergie de la région. On s'est demandé aussi, est-ce qu'il y aurait des retombées positives pour les municipalités voisines? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait envisager pour vraiment stimuler tous les volets économiques, culturels, sociaux? Puis on s'est demandé, mais a-t-on déjà pensé regrouper les municipalités? Ça se sait-tu déjà? Suite à ce constat qu'on a eu, qu'on faisait, c'est ça, on s'est formé en janvier 2021. Une des conditions, la première étape dans un regroupement de municipalités, c'est de faire une étude. Ça, c'est la première étape. Il faut absolument faire l'étude pour être capable de prendre des décisions après, prendre des décisions éclairées. Si aucun avantage à être regroupé, on n'ira pas là-dedans. On est des citoyens, puis on veut le mieux pour nos municipalités, puis pour la collectivité. Et à quoi ça servait une étude? Une étude, ça sert à poser un regard sur les aspects socio-culturels, économiques et géographiques et politiques de la région. Ça sert à examiner les impacts financiers et fiscaux, parce que présentement, en ayant parlé un peu autour de nous, le problème, les taxes. Exact, c'est ça. Ça vient tout de suite sur le premier échelon. Donc, cette étude-là permet d'examiner les impacts financiers et fiscaux
qu'aurait un regroupement. Puis, ça définit les principaux enjeux d'un regroupement. À quoi ça va servir d'avoir un regroupement? Puis, il y a aussi dans ce contexte-là, il y a une présentation des prévisions budgétaires de la nouvelle entité. Okay. Fait que, à partir de là, ensuite, bien là, il y a des négociations, puis là, ensuite, ils vont nous présenter l'étude, et ensuite, c'est les citoyens qui décident. Okay. C'est pas décidé par des instances supérieures, c'est vraiment nous, comme citoyens, qui allons décider si cette étude-là nous démontre les bonnes raisons de se regrouper ou pas. Fait que donc, après on a consulté le guide, puis là, nous apprenions que nous avions eu une étude en 1998. Ah. Oui, il y a eu une étude sur le regroupement de Ville de Saint-Gabriel et de la paroisse Saint-Gabriel de Brandon en 1998. Okay. Et si je dis paroisse, parce qu'à cette époque-là, la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon s'appelait Municipalité de la paroisse de Saint-Gabriel de Brandon. Fait que donc, avec le temps, il y a eu des changements au niveau de la nomination. Fait que donc, fait qu'on apprend ça. Fait que, puis ça, on l'a obtenu grâce à l'accès à l'information. Puis ça m'a permis aussi d'aller voir, bien, il y en a-tu eu d'autres regroupements dans la Naudière, puis ici, dans la MRC de Dautré? Fait que oui, j'ai fouillé un petit peu. Fait que donc, j'apprends que Saint-Félix-de-Valois a été regroupé en 1997, Saint-Cuthbert en 1998, Lanoret en 2000, Lavaltrie en 2001, Saint-Alexis-de-Montcalm dernièrement en 2012 et l'Épiphanie, la dernière en liste, 2018. Fait que donc, il y a déjà des municipalités qui se sont regroupées. Puis là, ce qu'on fait comme comité, on va interroger ces personnes-là. Fait qu'on est allé rencontrer des personnes qui ont vécu ces regroupements-là. Puis on a aussi, c'est ça, on est allé voir les gens qui ont vécu cette démarche-là dans leurs années. Puis c'est intéressant de voir aussi toutes les questions qui se sont posées et tout ça. Fait que donc, on sait maintenant que on a des données présentement qui nous permettent de dire qu'en 1998, il y avait des avantages à être regroupés. Okay. Il y avait aussi quelques inconvénients, mais il y avait des avantages. Est-ce qu'en 2021, on pourrait regarder de nouveau, avec l'étude, comment ça a évolué et est-ce que c'est encore possible de faire un regroupement qui nous apporterait des avantages? À tous les deux municipalités, exact. On s'entend, là. On ne le fait pas pour nuire à une ou à l'autre, on le fait dans un esprit de collaboration, parce qu'effectivement, les municipalités doivent travailler ensemble là, pour l'étude. Oui. C'est pas quelque chose qui se fait juste. C'est pour ça que le ministère demande que les deux municipalités adoptent une résolution pour pouvoir aller, pour que le ministère puisse prendre en charge cette démarche-là avec nos municipalités. Okay. Bien, on est très heureux. Pour une deuxième année, le musée Gilles Villeneuve a une équipe de course officielle. C'est dans la série la Coupe Nissan. On parle aujourd'hui, cette année, de la Coupe Nissan Sentra, mais nous, on est dans la division Micra, les plus petites voitures. L'an passé, on avait un pilote ou une pilote, Marie-Soleil Labelle. Cette année, ça sera sa deuxième année, mais elle ne sera pas seule. On aura un coéquipier à Marie-Soleil. On les voit sur l'écran derrière moi. Fait que c'est Nicolas Barrette qui va se joindre à notre équipe. Et ce qui est intéressant, pour Marie-Soleil, qui, elle, débute, bien, Nicolas a déjà de l'expérience. Fait que je pense que ça va être profitable pour tout le monde. Et ça va être un plus là, pour notre équipe. Fait qu'on en est bien content. On va dévoiler nos couleurs, si on peut dire, des voitures et les partenaires, tout ça officiellement, au musée le 29 mai dans l'après-midi à 14h30. Ça sera aussi diffusé là, en direct sur le web pour, évidemment, souligner la part de partenaires, tout ça qui nous aide à avoir cette équipe-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est le rayonnement du musée avec une équipe comme ça. Bon, c'est sûr, il y a la pandémie, c'est pas des saisons normales, mais ça fait rien. Le logo du musée est véhiculé dans des pistes de course. Cette année, il y aura des courses au Québec, il y en aura en Ontario. La saison officielle tarde un peu à être annoncée parce qu'il y a toujours des modifications en raison de la pandémie. Bon, on s'attend que les endroits soient
soit annoncé sous peu. Mais entre autres, je sais qu'il y aura ce qui est prévu, 2 courses sur le légendaire circuit au Mont-Tremblant. On espère que le Grand Prix de Trois-Rivières va avoir lieu comme prévu. Ça serait une belle vitrine aussi pour nous. C'est un petit peu tout ça qu'on met en branle et ça nous permet, vu qu'on est un peu au ralenti au musée à cause de la pandémie, mais ça nous permet de rayonner à l'extérieur, de rayonner sur un plus large plateau et de faire parler du musée de Berthierville et de la région en même temps avec notre équipe de course. Donc, vous avez reçu le prix Comptez sur nous, qui est un prix du champion communautaire. Donc, d'abord, qu'est-ce que signifie ce prix-là? En fait, c'est un prix qui est remis par Days In Canada. Il faut savoir que tous les prix qui sont remis par Days In Canada, c'est pas nous qui s'inscrivons. C'est eux qui décident quels vont être les gagnants pour toutes les catégories de prix qu'ils ont durant l'année. En fait, c'est que là, ils remettent ce prix-là aux hôtels qui se sont illustrés pour leur implication au niveau de la communauté, soit communautaire, locale, nationale, même internationale. Donc, eux, ils vont aller chercher l'hôtel qui a fait le plus dans son année au niveau de l'implication sociale, tant sociale au niveau communautaire pour, exemple, les enfants, etc., et que d'autres entreprises locales. C'est comme ça qu'ils déterminent le gagnant, puis c'est vraiment des algorithmes autour là, pour déterminer qui va gagner. OK, parfait. Puis, pourquoi vous l'avez gagné, justement, la raison? Honnêtement, ça a été une surprise parce que chaque année, on reçoit une vidéo avec la liste des gagnants pour toutes les catégories. Parce que, bon, il y a Hôtel de l'année, il y a Meilleure rénovation, il y a Directeur général et il y a celui-là qui est Implication sociale. Puis, en fait, on a vu que c'était nous qui l'avions gagné. J'ai comme fait, OK, c'est nous autres. Et selon eux, on l'a gagné pour plusieurs raisons, dont notre implication au niveau de tout ce qui s'est passé au niveau de la pandémie, c'est-à-dire notre implication au niveau des camionneurs quand on a décidé, nous, quand tout est arrivé en mars 2020, on a décidé qu'on fermait l'hôtel au mois d'avril. Donc, on a dit, parfait, on ferme l'hôtel, pour protéger les employés, pour essayer de se revirer de bord, essayer de comprendre tout ce qui se passait. Mais on a décidé de rester ouvert, donc semi-ouvert, que pour les camionneurs. Parce que là, on s'est dit, on voyait tout fermé. On voyait les haltes, les restaurants. Là, on s'est dit, OK, nos camionneurs qui arrêtent d'habitude pour prendre une douche, dormir, juste aller à la salle de bain, c'est quand même un besoin primaire rendu là. On a dit, il faut qu'il y ait quand même une place pour pouvoir faire tout ça. Fait qu'on a dit, OK, nous, on va rester ouvert que pour eux. Et par le fait même, pour éviter qu'il y ait, étant donné qu'on ne connaissait pas la pandémie à ce moment-là, pour éviter qu'il y ait trop de contacts, on a dit, on va mettre les douches gratuites. Comme ça, eux, ça va être plus facile, nous, ça va être plus facile. Donc, pendant tout le mois d'avril, on a mis les douches gratuites, les chambres gratuites pour eux, pour qu'ils viennent se reposer. Donc, ça a été un des facteurs que Days In Canada a reconnu en disant, ils se sont impliqués au niveau première ligne. Ensuite, on a offert des chambres pour les travailleurs de première ligne. Ensuite, c'est sûr qu'il a fallu fermer notre petit déjeuner. Nous, habituellement, c'est un déjeuner buffet que les gens servent. Là, on s'entend que tout a fermé et il fallait trouver une alternative pour que quand même nos clients aient un petit déjeuner. On est arrivé avec une boîte à déjeuner, comme la plupart des hôtels vont faire, mais on a dit non. Il faut trouver une manière d'avoir nos produits locaux qu'on a à notre déjeuner buffet, qu'on peut le transplanter dans notre boîte à déjeuner, puis que tous les produits qu'on va avoir ne vont être faits que localement au Québec ou au Canada. Donc, on est arrivé avec une boîte à déjeuner avec des produits que locaux pratiquement. Donc, on a des beignes aux patates de Délices d'antan, on a de la salade de fruits faite à la boucherie Forget, on a été chercher de la confiture à Crêperie de dimanche matin. On a mis aussi un fromage du domaine féodal. Donc, c'était important en même temps de faire connaître ces entreprises-là parce que par le biais, eux autres aussi pouvaient avoir eu des impacts. Et on a maintenant des petits repas aussi qu'on peut offrir à nos clients d'entreprises locales. Donc, on s'est vraiment accaparé le tout pour dire, OK, il faut vraiment se mettre tout ensemble pour essayer de se relever là, de cette crise-là, comme on peut dire. On a toujours offert aussi à nos clients une liste de restaurants. Donc, tous les restaurants de Berthierville ont toujours été sur notre liste, les heures d'ouverture, qui pouvaient livrer, où est-ce qu'on pouvait aller le chercher pour essayer justement
de recréer là, le plus possible une synergie là, par rapport à tout ce qui arrivait dans notre ville. Fait que c'est la raison pour laquelle Days in Canada a décidé que c'était nous qui allions avoir le prix de Count on Us cette année. Moi, j'étais vraiment, vraiment contente. C'est la deuxième fois qu'on gagne le prix en moins de 10 ans. Okay. Donc, pour moi, c'est quand même un prix très significatif parce que dans nos valeurs, depuis 25 ans, ça a toujours été de s'impliquer localement. Donc, ça, c'est une belle reconnaissance de Days in Canada, là, surtout parmi 125 hôtels. C'est quand même, il y a des hôtels partout au Canada. Donc, non, j'étais vraiment super contente. Fait que c'est pour ça qu'on l'a eu, ce prix-là. Je vais l'annoncer en exclusivité. On a su aujourd'hui qu'on gagnait un deuxième prix pour l'année 2020, qui était pour une 5e année consécutive. On est mandataire du Chairman Awards, on est 30 hôtels au Canada à le recevoir. Et ça, c'est au niveau de garder les plus hauts standards pour le service, propreté, aller au-delà des standards de la chaîne, donc d'en donner plus. Donc, ils prennent tout en considération, les commentaires clients, les inspections qu'on a de Days In. Ils prennent nos résultats, puis ils prennent, en fait, si on fait mieux que ce que la chaîne demande. Okay. Donc, pour une 5e année consécutive, on l'a encore. Donc, je suis super fière de ma gang parce que ça, c'est un prix vraiment, là, c'est ma gang, c'est tout le monde. C'est le service qu'ils donnent, c'est les chambres super propres qu'on a, okay. C'est des équipements qui fonctionnent bien, donc c'est un ensemble. Donc, ça veut juste dire, en fait, qu'on est en haut des standards des In Canada, donc on l'a gagné pour une 5e année. Et fait que c'est ça, c'est une petite nouvelle en exclusivité pour vous autres. Parfait! Félicitations! Merci! Fait que non, on remporte 2 prix cette année, très contente de ramener ça à Berthier. On a décidé de faire une bière, c'était pas une bière qu'on avait au calendrier. Parce que bon, on a planifié notre année dans les brassages pour savoir quelle bière on sortait. Mais la bière, c'est une bière, de microbrasserie, mais c'est une bière très légère. Okay. Je vous montre la canette ici. Donc, il y a même le dessin de Beno. Il y a un code dessus pour ceux qui veulent des infos pour aller sur le GoFundMe. C'est une bière à 4 % d'alcool. C'est ce qu'on appelle une session ale. Alors, c'est quoi? C'est une blonde. Pourquoi session? C'est parce que c'est une bière faible en alcool. Alors, elle est à 4 %. C'est une bière grand public. Évidemment, nous, on fait des bières normalement très houblonnées ou avec l'amertume ou avec des fruits ou avec les spécialités pour les connaisseurs. Mais là, on a décidé de faire une bière plus grand public parce qu'on ne voulait pas seulement toucher aux gens qui sont connaisseurs, on voulait surtout que ce soit grand public parce que les gens, tout le monde s'intéresse à la cause, tout le monde doit participer, tout le monde doit faire sa part. Donc, on s'est dit qu'en faisant une bière plus accessible, ça intéresse autant les connaisseurs que ceux qui boivent des bières de marque plus connues, disons les grandes brasseries. Alors, c'est une bière facile à boire, blonde, très légère aussi. Quand tu prends cette bière-là, tu n'es pas chargé. Tu peux prendre 2-3 consommations, puis avec modération, évidemment. C'est une bonne bière. Parfait. Puis ça va être en vente, elle va être disponible au IGA de Berthierville. Oui, bien, on a eu la chance, on a une belle collaboration avec Jimmy Mondor, le propriétaire du IGA Mondor à Berthier. Puis, c'est même un peu à son initiative qui nous a permis de faire un lancement de cette bière-là dans son épicerie. Donc, on va être là en fin de semaine. C'est le lancement officiel à partir de demain, milieu d'après-midi. Okay. On va même être présent donc pour présenter la bière. Et Frédéric, le père de Benjamin, sera là aussi pour jaser un peu de la côte. Donc, pour l'instant, c'est le seul endroit physique où les gens peuvent se procurer cette bière-là. Donc, il n'y a pas d'autres épiceries, il n'y a pas d'autres dépanneurs. On commence par ça. On va voir l'engouement. On va voir aussi ce qui est passé dans la fin de semaine, combien de caisses, combien de gens sont intéressés. Mais bon, peut-être qu'on pourra en parler tantôt. Là, mais si les gens ne peuvent pas se déplacer, il y aura toujours possibilité de s'en procurer quand même.
OK. Benjamin, en fait, premièrement, là, je voulais dire merci à Doom parce que ça nous touche énormément que la microbrasserie ait pensé à faire une bière spécialement pour la cause, pour Benjamin. Puis qu'en plus, la famille Mondor ait accepté puis ait même pris l'initiative de faire un lancement juste pour cette bière-là, pour la cause, donc de rassembler un paquet de gens puis qu'on puisse parler de cette cause-là parce que, en fait, Benjamin est atteint d'une maladie rare qui s'appelle la maladie de Legg-Calvé-Perthes. OK. C'est une maladie qui est, en fait, la nécrose des vaisseaux sanguins autour de la tête fémorale. Donc, ça n'atteint vraiment que cette partie du corps-là. Donc, la tête fémorale, c'est l'os au bout du fémur, celui qui vient s'appuyer dans le bassin, dans les hanches. Donc, étant donné que l'os est plus nourri par les vaisseaux sanguins qui sont nécrosés, l'os sèche, puis s'effrite, casse, puis peut occasionner à ce moment-là un paquet de complications. Puis comme ça touche que des enfants, majoritairement des garçons, entre 2 et 12 ans, c'est difficile de faire tenir les enfants sans bouger. Donc, tous ceux qui ont des enfants, tous ceux qui ont des garçons savent que les garçons sont déjà très actifs, généralement plus que les filles, mais là, je généralise, là. J'ai une fille aussi qui est très active, là. Ça ne veut pas dire que les garçons sont plus actifs que les filles, mais un enfant, bref, ça bouge. Donc, de dire à ton enfant, ben là, il faut que tu t'assoies, tu peux plus courir, tu peux plus sauter, tu peux plus faire du sport. Moi, mon garçon, il faisait du hip-hop, du skate, du snow, du tout, là, du basket, tu sais, tous les sports qu'on peut s'imaginer où il faut qu'il sautille, qu'il court, qu'il fasse des bonds, tout ça, c'est terminé, là. Donc, c'est un gros choc pour l'enfant. La bonne nouvelle, c'est qu'éventuellement, les vaisseaux se régénèrent et reviennent nourrir l'os. Le défi, c'est de garder la tête fémorale ronde. C'est une maladie qu'on dit « wait and see ». Donc, on attend et on voit. Ce qui est très difficile pour un parent. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches. Et j'ai fait des recherches partout dans le monde, tout ce que j'ai pu trouver. Et puis, j'ai trouvé qu'à Cuba, eux, ils utilisent l'oxygénothérapie en chambre d'hyperbare, en milieu hospitalier. Donc, les grosses chambres d'hyperbare qu'on voit, pas les tentes qu'on voit souvent utilisées pour, par exemple, les cas d'autisme ou de paralysie cérébrale. Vraiment, celles qui sont utilisées en milieu hospitalier où l'oxygénation elle est plus élevée et où la pression atmosphérique aussi elle est plus dense. Donc j'ai appelé, moi je suis de Québec, donc j'ai appelé à Lévis qui ont une chambre d'hyperbare. Et puis eux, ils m'ont dit, ben c'est vrai, ça pourrait fonctionner, c'est une bonne idée. Ils ont l'étude, ça a du sens, mais on ne peut pas vous recevoir à cause que vous n'êtes pas dans la liste de Santé Canada. Donc, on ne pouvait pas suivre le traitement. Donc, c'est un peu ça notre cause. Notre cause, c'est de se faire entendre. C'est de dire qu'il y a un traitement qui existe, qui empêche les opérations. Qui empêche. Mon mot n'est pas juste. En fait, je devrais dire qui peut éviter les opérations. On sait tous que les opérations, ça coûte cher en milieu hospitalier. Une opération en entraîne souvent un autre, soit pendant la croissance ou à l'âge adulte. En plus de nuire à l'enfance, un enfant qui se fait opérer, c'est traumatisant, c'est douloureux, c'est au niveau de la famille aussi, c'est très restrictif, il y a plusieurs conséquences à une opération. Tandis que l'oxygénothérapie, c'est de l'oxygène. Et cet oxygène-là, ce qu'elle fait à 100% d'oxygène, c'est qu'elle vient créer des vaisseaux sanguins. Et on se rappelle que la maladie, c'est une nécrose des vaisseaux sanguins. Donc, dans la tête d'un parent comme moi, c'est assez logique que si les vaisseaux sanguins meurent, je veux en créer des vaisseaux sanguins.
Donc, je me dis que si dès le départ, on avait tout de suite créé des nouveaux vaisseaux sanguins, bien, je comprends très bien qu'à Cuba, quand ils reçoivent un diagnostic de Legg-Calvé-Perthes, ils les prennent, les enfants, ils les mettent dans une chambre hyperbare, tout de suite, ils viennent faire le processus inverse, et les enfants guérissent beaucoup plus vite qu'ici. Donc, c'est ça que je veux faire entendre, moi, ici au Canada, c'est qu'il y a 14 pathologies qui sont reconnues pour être traitées en milieu hospitalier par chambre hyperbare. Pourquoi pas en ajouter une 15e? Mais tu sais, nous, Benjamin, présentement, avec le GoFundMe, là, ça nous a permis d'aller faire 72 traitements d'oxygénothérapie. OK. Benjamin, ça fait 2 ans et un petit peu plus qu'il est atteint de la maladie. Présentement, son os est en train de se reconstruire. Donc, depuis, on a vu en décembre que l'os commençait à croître. Puis on est en avril, on a eu une autre radiographie. Et puis la différence était incroyable. Donc oui, on invite les gens, c'est l'été, de prendre une bonne petite frette à la santé de Benjamin. C'est bien légère. Bien légère, c'est l'été, là, c'est le temps, c'est une bière blanche facile. Vous allez voir la canette, le dessin que Benjamin y a fait. Avec, oui, vous allez reconnaître la locomotive, le créneau de microbrasserie locomotive d'un côté. De l'autre côté, vous allez reconnaître Beno avec ses couleurs, son rouge et noir. Vous avez ici là, c'est Benjamin qui a dessiné. C'est Benjamin qui a dessiné sa signature, puis c'est vraiment ses couleurs à lui, puis vous allez voir le code QR, vous allez pouvoir aller voir, puis ça va vous amener directement sur le GoFundMe, vous avez toute son histoire, toutes sortes de commentaires, de témoignages qu'on a fait aussi là-dessus. Puis sur les publications de Locomotive, vous avez aussi la page Facebook de Benjamin. Donc, on a tellement mis d'informations, là, les gens, ils vont pouvoir tout apprendre. Puis n'hésitez pas, là, si vous avez des questions supplémentaires, Fred va être là en fin de semaine aussi, il va pouvoir vous en dire plus long là-dessus, c'est certain, si vous avez des questions. Donc, premièrement, pourquoi récupérez-vous des lunettes usagées? Moi, c'est simplement parce que j'ai des lunettes, moi, et puis avec ça, je peux faire tous les travaux que je veux. Mais dans certains pays où il y a de la pauvreté, les enfants ne sont pas capables d'étudier. Alors, ça va, ils en distribuent beaucoup dans les écoles. Et puis après ça, tu as les gens qui vieillissent un peu et puis qui, comme nous, avons une dysfonction. Alors, ils ont besoin de lunettes pour continuer. Puis la plupart de ces gens-là sont manuels. Alors, en plus de ça, les femmes font de la couture, font du tricot, font de la dentelle. Ils essaient de faire tous les travaux manuels possibles. Et puis, ils sont plus capables. Et les hommes, pareil, c'est un ouvrier, c'est plus... Ils sont dépourvus. Alors, c'est pour ça, c'est pour aider tout simplement ces gens-là. Puis nous, on sait pas quoi faire avec ces lunettes-là. Alors, au lieu d'aller les porter dans la poubelle, on redonne des yeux à quelqu'un. Oui, exact. Qui retrouve une indépendance, qui retrouve la joie de vivre aussi.